La suite du grand rendez-vous invité à présent, c'est le président du Sénat qui nous réserve sa première réaction au nouveau gouvernement. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour à tous trois. Merci d'être avec nous. Nous étions avec Clément Beaune qui a défendu, évidemment il en fait partie, cette nouvelle équipe. Comment vous jugez, Gérard Larcher, avec un peu de recul, le signal envoyé par cette nouvelle équipe, ce nouveau gouvernement? D'abord, j'ai eu un contact avec Madame la Première ministre mercredi dernier. D'abord pour lui souhaiter bonne chance et en même temps tracer ce que seraient les perspectives législatives, mais en même temps parler de l'état du pays. Un pays que je considère fracturé. Il n'est que de regarder le résultat des élections. Il n'est que d'aller dans une partie du pays où nous voyons, j'étais dans l'Eure et dans le Loir-et-Cher cette semaine, dans des communes rurales, 57% des communes rurales ont voté pour Marine Le Pen au deuxième tour. Donc il y a un vrai sujet. Et puis, je lui ai parlé d'un sujet majeur, à mes yeux, pour les semaines qui viennent. Il y a bien sûr la question du pouvoir d'achat, mais il y a la question de l'état de l'accueil des urgences dans nos établissements de santé. Elle a accordé un grand entretien, c'est son premier ce matin dans le JDD. Elle a évoqué les défis, les urgences, pouvoir d'achat, inflation. À lire l'entretien, ce sujet n'a pas été évoqué. Pourquoi, selon vous ? Je ne sais pas pourquoi, nous l'avons évoqué ensemble. Je pense que c'est un sujet qui va s'imposer parce que c'est un sujet profond d'égalité et d'attente sur l'ensemble du territoire. Quand on voit ce qui se passe à Bordeaux, mais je pourrais vous parler de l'hôpital de Montmorillon ou de l'hôpital de Chinon, ou tout simplement chez moi, dans mon département, de la difficulté et du délai d'attente aux urgences. Je note qu'à la question sur le signal envoyé par le gouvernement, vous répondez sur les défis. Vous pensez que les têtes, les nominations, les femmes et les hommes ne sont pas, j'allais dire, le principal sujet en ce moment des Français ? Je crois qu'on est vraiment dans la continuité. D'ailleurs, j'ai entendu le ministre Clément Beaune tout à l'heure le dire. Je pensais à l'article 20 de la Constitution, vous savez, le gouvernement doit déterminer et conduire la politique de la nation. En fait, j'ai l'impression que l'article 20 s'applique au président de la République. C'est donc le président de la République qui va déterminer. Là, on est dans la continuité, et en fait. Et j'allais assurer... Vous dites qu'il faut recoudre une France fracturée, c'est ce que vous disiez dans le Figaro. Et ça signifie quoi exactement? Comment on recoud? On recoud d'abord en recréant la confiance, en changeant de mode de gouvernance, en étant moins vertical, en faisant confiance au territoire, en ayant le sentiment que tout n'arrive pas de manière univoque d'en haut. Regardez, bien sûr, il y a l'effet pandémie. Ce qui s'est passé dans nos outre-mer, au deuxième tour notamment de l'élection présidentielle, et je pense à Antilles-Guyane. Si on ne retrouve pas cette horizontalité nécessaire, un dialogue avec les territoires, une proximité avec les citoyens, moi je constate que 60% de ceux qui ont voté au premier tour, ils ont voté pour des candidats issus de partis à caractère extrême. Mais permettez de revenir sur cette question. Vous parlez d'un pays fracturé. Vous avez parlé il y a quelques semaines déjà d'une possible crise de légitimité. Est-ce que pour vous, le nouveau gouvernement est conscient des fractures profondes du pays ou il demeure à la surface? J'ai l'impression, en tous les cas, de mon échange avec la Première ministre, qu'elle est consciente de cela. Et je dois dire que sans doute sa campagne électorale dans un territoire que je connais particulièrement bien, le bocage-virois, va lui permettre de mesurer ce que ressentent les Françaises et les Français, même si le Calvados n'est pas l'exemple le plus flagrant, la réalité, je pense qu'elle va la sentir. C'est indispensable. Mais a priori, plutôt favorable. Donc vous convergez dans la lecture des faits. C'est-à-dire, fondamentalement, elle a la même inquiétude que vous. Vous ne croyez pas que le gouvernement est à distance en ce moment de ces fractures dont vous parlez? On va voir la manière de pratiquer. Et nous, au Sénat, qui représentons les territoires, ce sera une exigence extrêmement forte. Et nous verrons la manière de gouverner, la manière de proposer. Est-ce que demain, nous allons vers une plus grande décentralisation, une plus grande confiance avec les élus? Le président de la République, dans son discours d'investiture, nous a annoncé qu'il entendait avoir l'exécutif, le Parlement, les partenaires sociaux, les forces vives, des relations différentes. Dont acte. Il avait d'ailleurs oublié les élus locaux, mais je pense que ça n'est qu'une omission. Eh bien, c'est cette nouvelle méthode de gouvernement
de gouvernance qu'il faut Vous y appliquer. croyez, Gérard Larcher, parce que chat échaudé craint. Vous y croyez, c'est une... D'abord, comme vétérinaire, je ne crains pas l'eau froide. Et je dis simplement qu'il faut changer de mode de gouvernement. D'ailleurs, puisque j'ai rencontré le président de la République à la veille de la cérémonie d'investiture, nous avons abordé tous ces sujets, j'allais dire en toute franchise. On était tous les deux, j'allais dire en trace directe, comme on dit pour ceux qui sont spécialistes du ski. Ce qui est direct et dans la continuité, ce sont quand même des ministres que vous connaissez bien, qui viennent de la droite et qui sont à des postes essentiels, parce que régalien aussi, Gérald Darmanin à l'intérieur, Bruno Le Maire évidemment à Bercy, Sébastien Lecornu aux armées, ce sont 3 personnalités de droite. Là, c'est un gage pour vous de sérieux aussi, de réussite, de résultats? Écoutez, ils sont donc dans leur continuité. Il y a de vraies différences entre le regard que je peux porter et leur regard. Il y a de vraies différences entre le macronisme, je fais simple, et ce que proposent les Républicains avec leur allié centriste sur le régalien. Peut-être on y reviendra sur la question de l'universalisme. Nous n'avons pas la même vision. Sur la question de la décentralisation, sur la question de la sécurité. Nous avons aussi, pardonnez-moi, je veux le dire, sur la question de la décentralisation, sur l'attitude face à la situation financière et à la dépense publique. Vous venez de dire le mot un désaccord sur la question de l'universalisme. On comprend le clin d'œil. Vous faites référence probablement à la nomination de Pape Ndiaye comme ministre de l'Éducation nationale. Que représente pour vous cette nomination? Est-ce qu'elle vous inquiète? Je veux dire, je ne fais pas partie de ceux qui applaudissent. Je crois que c'est M. Mélenchon. Ni de ceux qui sont horrifiés. Je veux penser au Rassemblement national. Il y a aussi Éric Ciotti dans je ne fais pas partie de cela. Je dis, on va voir, ça nécessite une grande vigilance. Parce que on passe d'un ministre, Jean-Michel Blanquer, dont on connaît, j'allais dire, les valeurs. Avec lequel vous partagez l'essentiel. Universaliste, nous avons eu parfois des débats. Il a conduit une politique extrêmement claire autour de l'école, qui est un pilier essentiel, me semble-t-il, pour le projet, et y compris pour recoudre le pays, pour redonner une vraie chance à chaque enfant de ce pays. Et ce nouveau ministre, que je ne connaissais que par quelques travaux dont on avait entendu parler, y a-t-il un racisme structurel en France? Je crois que non. Vous croyez ou il n'y a pas? Vous croyez ou il n'y a pas? Il n'y a pas. C'est une question. Il n'y a pas, soyons clairs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de racisme. Il n'y a pas, me semble-t-il, de violence policière. Il peut y avoir des violences de policiers. Donc, nous serons attentifs. Et il y a de l'islamo-gauchisme, ça existe, ça? Bien sûr. Il suffit d'en parler avec un certain nombre de professeurs d'université ou d'aller, j'allais dire, préparer une conférence à Sciences Po pour voir que c'est quand même une réalité qui existe. Donc cette nomination vous inquiète? Lui, il vient de Sciences Po. Nous serons extrêmement attentifs, je dois le dire, parce que c'est la nomination, certains auraient dit disruptive, en tous les cas, c'est une rupture de continuité. Rupture de continuité, pardonnez-moi de souligner les différences avec certains dans votre camp, Gérard Larcher quand même. Éric Ciotti dit que c'est un ministre adepte de l'islamo-gauchisme, un militant anti-flic. Là, il y a des dissensions. On note votre position nuancée. En tous les cas, vous êtes dans l'attente. Vous jugerez sur les actes. Moi, je ne juge que sur les je actes. suis un thomiste pur. Je juge sur pièce et sur place. Un autre donc pas ministre... sur des déclarations passées. Non, ça fait partie, pardonnez-moi, des éléments qui vont éclairer notre jugement. Un autre ministre essuie des critiques virulentes, mais pas pour les mêmes raisons, pas du tout pour les mêmes raisons. Damien Abad, qui a quand même occupé, rappelons-le, le poste de président du groupe LR à l'Assemblée, qui a rejoint donc le gouvernement. Il est qualifié, c'est le mot, de traître par la droite. Vous lui faites aussi ce procès de traîtrise? Moi, je suis déçu et presque stupéfait. Par le choix, par le choix qu'a fait Damien Abad. Rendez compte, le président de 103 députés qui abandonne, c'est trop, pardonnez-moi cette métaphore, 2 jours avant l'ouverture de la campagne officielle des législatives. Et je me rappelais ce qu'il avait dit concernant Éric Woerth. C'était au mois de février. Il avait dit on ne change pas d'équipe pendant le match. Moi, je n'ai pas l'impression que le match soit terminé, puisque le match, ce sont les élections législatives. Donc, voilà le jugement que je porte sur son choix. De la stupéfaction, et peut-être, il n'est pas inutile de rappeler ce qu'il avait dit il y a moins de 3 mois aujourd'hui.
On ne va pas passer en revue tout le gouvernement, on va venir évidemment au dossier de fond et à l'avenir de la droite, mais quand même, il est en charge des relations avec le Parlement. Olivier Véran s'est illustré à l'Assemblée nationale par un coup de sang. Gérard Larcher appelant ceux qui ne veulent pas voir à l'époque la réalité du Covid à sortir de l'hémicycle. Il va entretenir de bonnes relations avec le Parlement. Écoutez, Olivier Véran, pardonnez ce mot facile, ça n'a pas été un parcours de santé d'être ministre de la Santé pendant la pandémie. Donc il faut lui donner acte de cela. Il a eu des moments difficiles à l'Assemblée nationale. Au Sénat, ce fut plus mesuré. On a parfois souhaité qu'il soit plus présent sur... Il s'est heurté au Sénat sur la volonté du Sénat qu'il y ait toujours proportionnalité entre sécurité sanitaire et atteinte aux libertés. Et là-dessus, nous n'avons pas cédé. Il va être notre ministre en charge des relations avec le Parlement. Il va donc être chargé de mettre en œuvre le discours d'investiture du président. De nouvelles relations. Bien. Eh oui, de nouvelles relations entre l'exécutif et le Parlement. Et nous l'accueillerons bien volontiers. Et il verra ce que c'est qu'une conférence des présidents au Sénat. À la fois chaleureux mais déterminé. On dirait que vous êtes en train de lui dire qu'il va apprendre ce que c'est. Je ne me permettrai pas de donner des leçons, mais je pense qu'il y a une forme d'acculturation à la vie des assemblées. Bien, on va continuer à en parler. Parler aussi des propositions concrètes. Que propose la droite, Gérard Larcher, justement sur le pouvoir d'achat, l'inflation, les grandes questions école ou autres. Et qu'est-ce qu'il reste précisément des LR? Une courte pause et on se retrouve. Et l'invité du grand rendez-vous, le président du Sénat, Gérard Larcher. Restons encore sur le domaine social. Gérard Larcher, vous aviez suscité le débat et même provoqué une forme de tollé en affirmant qu'une présidentielle sans campagne poserait une question de légitimité à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la présidentielle est passée, mais les problèmes sont toujours là. Pouvoir d'achat, inflation, est-ce que vous craignez une rentrée sociale chaude, comme on le dit ? En tous les cas, la question du pouvoir d'achat, elle se pose aujourd'hui de manière extrêmement forte, et pas simplement dans les statistiques, mais dans les rencontres qu'on a avec les citoyens sur le terrain. Dans ma propre permanence, ce sujet-là, il est un sujet aujourd'hui qui est au rendez-vous, et dans lequel notamment les plus faibles sont particulièrement exposés, parce que quand ça touche la mobilité, l'alimentation, et dans quelques mois le chauffage, mais aussi le coût de l'énergie. La Première ministre prépare alors, nous allons avoir une série de décisions. Et c'était un des objets de notre échange mercredi, projet de loi de finances rectificative, qui va s'ajouter à d'autres décisions qui avaient été prises par le précédent gouvernement, et qui déjà, on était sous la... Jean Castex, Premier ministre, avait aligné 24 milliards. On va sans doute nous proposer une enveloppe qu'on ne sait pas encore. Mais vous êtes d'accord avec cette politique, Gérard Larcher ? Il y a un besoin urgent de soutenir le pouvoir d'achat. Oui, mais est-ce que ça se règle en bloquant les prix, en bloquant les loyers ? C'est pas ce qu'elle propose. Il y a besoin de soutenir le pouvoir d'achat. Mais il faut le cibler pour ceux qui en ont réellement besoin, pour les plus modestes. Et je dois dire que cette cible... parce que ça montre qu'on ne pourra pas éternellement continuer avec la politique du chèque. Et cibler va être une des réponses auxquelles nous allons être attentifs. Ce que je vois dans la liste qui est légitime, qui va nous être proposée dans quelques semaines, c'est qu'il n'y a aucune proposition, ni de recette, ni d'économie. Ça veut dire qu'on continue dans le quoi qu'il en coûte, et on s'en va vers le quoi qu'il advienne, avec une réalité qui va un jour s'imposer à nous de retrouver des équilibres. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à la Première ministre. Nous allons avoir juillet, mais sur le projet de loi de finances, dès le mois de septembre, il va falloir que nous ayons des perspectives de retour à l'équilibre. Mais qu'est-ce que vous proposez ? Et la droite, que propose-t-elle ? Quelle création de recettes ? Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est un créneau pour la droite, qui se cherche peut-être en ce moment une manière d'exister, de prendre au sérieux cette question des équilibres budgétaires, cette question oubliée du budget, de l'équilibre budgétaire de la dette ? Vous savez, on ne va pas pouvoir se mentir éternellement. Se dire que une crise géostratégique, avec les conséquences de la guerre, l'inflation, les conséquences en matière, par exemple, alimentaire, de la logistique céréalière, du coût qui va être le coût du gaz demain, l'absence de composants, ça va avoir des conséquences sur notre vie.
Et penser que tout ça sera indolore, Mais bien. c'est mentir. Mais comment on fait? On tient compte évidemment de la réalité budgétaire de nos comptes et en même temps il y a l'urgence des Français. Comment vous arrivez à rendre compatibles ces deux Eh lignes? bien, il faut tracer des perspectives. Lesquelles? Ça remplit pas le panier ni... Non, mais par exemple, la réduction de la dépense publique, il va bien falloir l'aborder. On ne l'a pas abordé réellement pendant la campagne présidentielle. Ce pays surnormé, ce pays dans lequel l'OCDE disent elle-même que les surnormes, pardonnez-moi, entre guillemets, ce mot que je viens d'inventer, c'est 60 milliards de coûts supplémentaires. Ce n'est pas la priorité des 60 Français. milliards. Eh bien, nous devons en Semble-t-il, responsabilité, nous qui aspirons à avoir la confiance des Français, leur dire la vérité. Vous connaissez la première source d'économie, vous la connaissez très bien, c'est la réforme des retraites. Donc vous allez soutenir le gouvernement sur Surtout qu'elle cette s'approche, réforme. me semble-t-il, extrêmement de la réforme des retraites que le Sénat a votée depuis 3 Donc ans. tout va bien, vous allez les Réforme soutenir, là. paramétrique, introduction de notion de pénibilité. Nous verrons le texte. J'aimerais revenir sur le terme que vous venez d'utiliser, « nous ». Alors, qui est le « nous » auquel vous faites référence en ce moment? Nous, la droite. Que représente aujourd'hui la droite? LR? Est-ce qu'elle déborde des rangs de LR? Est-ce qu'il y a une possibilité de projection à moyen et long terme pour LR? Est-ce que la droite existe On a encore? d'abord un défi immédiat pour les Républicains et pour ceux des centristes qui sont nos alliés. C'est d'abord d'incarner, et c'est une exigence démocratique, d'avoir une opposition responsable. Je ne peux pas me résoudre à ce que l'opposition à l'Assemblée nationale soit incarnée uniquement par la France insoumise et le Rassemblement national. Nous avons besoin d'une opposition qui soit claire dans ses choix, positive pour le pays, qui ait pour boussole l'intérêt du Mais pays. Gérard Larcher, quand vous avez le président du groupe LR à l'Assemblée qui rentre au gouvernement, que peut-il rester en dehors de l'opposition des LR? Il va Gérard rester les députés qui, dans la clarté de leur engagement, dans leur enracinement sur le terrain, vont être réélus ou élus et qui vont incarner Vous avez vu les un projections, groupe d'opposition. Monsieur le Mais Président écoutez, nous verrons. Laissons la campagne se dérouler avec engagement. Nous avons, nous, le mérite de la clarté. Ah ben, vous êtes certain de Nous ça? avons... Vous êtes certain entre Aurélien Pradier et Bruno Retailleau? Entre vous et Éric Ciotti, la clarté, je la cherche. Non, parce que nous avons toujours eu une droite avec une dimension régalienne et une dimension sociale. Moi, je n'oppose pas Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand. Je n'oppose pas Aurélien Pradier à François-Xavier Bellamy. Nous avons besoin de ces composantes-là. Mais nous aurons la nécessité d'un débat après les élections législatives, au moment où nous aurons les choix à faire dans la famille des Républicains pour tracer l'avenir, au travers d'une ligne indépendante et libre. Vous avez le temps Comment nous d'attendre voyons, comment nous reparlons français, comment nous retrouvons leur confiance, et je m'y investirai totalement. Et qui peut faire la synthèse entre toutes ces lignes que vous évoquez? Nous le verrons. À la tête de Non, mais LR. Nous le verrons À la d'abord. tête de LR. Du Dans- président nous le du verrons parti. à l'occasion Mais vous êtes des conscient débats. qu'il y a des tensions réelles chez LR en Mais ce moment? est-ce qu'il n'y aura pas demain des tensions entre Gérald Darmanin et le nouveau Je ne dis ministre pas- de l'Éducation sur la question policière? Je ne dis Est-ce pas qu'il n'y a le pas des contraire, mais à moins de tensions 5%, à moins de 5%, entre les les tensions socialistes deviennent compliquées. qui ont abandonné la laïcité, l'Europe, l'économie de marché même régulée avec M. Mélenchon? Pourquoi faire un procès en permanence à notre famille politique alors qu'on n'en fait pas pour ceux Mais on qui ont évoque aussi construit des des tensions à gauche, coalitions, hein, vous inquiétez qui pas. ont construit des coalitions, des cartels pour franchir les élections? Je le dis clairement, je n'accepte pas ce procès. Nous avons, nous, à nous construire à nouveau, à réimaginer comment nous sommes ensemble, et ça va être le sujet des élections législatives, derrière les élections législatives, et faire les élections législatives dans la clarté, y compris en ayant vu un certain nombre, mais pas si nombreux que ça, de nos amis nous quitter. Ça va nous permettre de repartir sur des bases saines. Avec qui? Il faut un chef, il faut un leader toujours. Qui pour mener? Est-ce qu'il y a un portrait robot, un favori après Christian Jacob? Un portrait robot, ça se construit. Oui. Ça va être le fruit du débat que nous allons avoir. Est-ce qu'il ressemble à Laurent Wauquiez, ce portrait robot? Nous le verrons Il pourrait? au cours du débat. Et bien sûr, il a des qualités. J'ai dit Laurent Wauquiez, je n'oppose pas Xavier Bertrand, je n'oppose pas Aurélien Pradier, François-Xavier Bellamy. Pourtant, Aurélien Pradier, pardonnez-moi, Gérard Larcher, il y a quelques semaines, ici même au Grand Rendez-vous, nous a dit « ça suffit, maintenant il faut choisir. Moi, je veux la droite sociale, il faut tourner », a-t-il dit, la page Nicolas Sarkozy. Moi, je veux les deux pages. Ah.
Je veux, Vous êtes en même temps, je veux à la votre droite, manière. mais non, Mais je est-ce veux que la tous droite, à mais droite de pardonnez-moi, deux c'est pages tout le sens de mon engagement. C'est vrai. Nous portons sur la gouvernance, sur la solution à apporter aux questions de sécurité, de justice, aux questions migratoires, sur la décentralisation. Ça, c'est toute la partie régalienne, un projet. Mais nous devons être attentifs. Je pense que nous devons réinventer la relation dans le monde du travail, Nicolas Barrot, entre les salariés et l'entreprise. Nous devons être attentifs à ceux qui sont en dehors du chemin. C'est pas comme si vous étiez pas au pouvoir pendant des années. Quand dans 57% des communes de moins de 1000 habitants, les gens au second tour font le choix de Marine Le Pen, est-ce que vous pensez qu'ils sont tous devenus non républicains? Non. C'est une forme de cri d'alarme. Et ça, nous devons l'entendre. Nous devons d'ailleurs sortir de nos espèces de certitudes d'appareil pour aller à leur rencontre. Gérard, je voudrais qu'on conclue quand même, mais c'est très important, évidemment. Nous en avons parlé avec le ministre de l'Europe, Clément Beaune, sur l'Ukraine. On lui a posé directement la question, Clément Beaune, on lui a dit, est-ce que l'objectif maintenant des Européens, comme celui des Américains, est de défaire Poutine? Et il a eu cette réponse, il a dit qu'il s'agit de faire gagner désormais l'Ukraine, de libérer l'Ukraine. Vous êtes sur cette même ligne-là? La Russie, c'est l'agresseur. L'Ukraine, c'est l'agressé. Notre rôle, c'est d'être aux côtés de l'agressé, d'autant que c'est un pays qui aspire à partager nos valeurs. Et donc être aux côtés de l'Ukraine et ne pas détourner la tête, ça nous rappelle à des valeurs fondamentales de nos démocraties. Le XXe siècle a tellement été parsemé d'exemples où les pays démocratiques ont détourné la tête. Est-ce que vous entendez l'alarme d'Henri Guénaud, en Europe même. L'alarme d'Henri Guénaud, nous marchons comme des somnambules vers la guerre. Guerre totale, entend-il. Est-ce que vous entendez cette alarme? Je suis en désaccord. J'ai lu avec beaucoup d'attention l'article d'Henri Guénaud. Je suis en désaccord. Il y a un point sur lequel je peux converger. Il ne s'agit pas d'acculer, dit-il, ou d'humilier. Le XXe siècle nous a montré que les humiliations conduisaient à des drames. Et que les portes de sortie sont nécessaires. Partage avec le président de la République. Il ne s'agit pas d'humilier la Fédération de Russie. Mais il faut lui rappeler un certain nombre de choses. Et lui rappeler un certain nombre de choses, ça veut dire aujourd'hui soutenir les Ukrainiens dans leur combat pour l'intégrité de leur pays. Bien sûr. Enfin, ils sont envahis. Il y a une légitimité. Et nous sommes légitimes à les soutenir sans être co-belligérants. Mais vous voyez la complexité de la situation. On parle de la Crimée, on parle du Donbass. Autrement dit, la paix sera négociée et tous doivent avoir une porte de sortie. D'ailleurs, le président Zelensky l'a dit hier soir. Il n'y a de solution que diplomatique. Et il a d'ailleurs posé... Nous revenons à la situation hantée 24 février. Et nous discutons. Je crois que... Il faut d'abord que nous assurions cette capacité de l'Ukraine à négocier, pardonnez-moi, d'égal à égal. Et on a un changement de paradigme. Souvenez-vous, quelques jours après le 24 février, tout le monde s'attendait à ce que Kiev tombe en quelques jours. Aujourd'hui, inversion du paradigme. C'est l'armée russe qui est en grande difficulté. Nous avons un peuple qui résiste. Nous avons, en très grande difficulté. Nous avons des millions de réfugiés. Nous avons le drame de la mort. Nous avons des crimes qui sont aujourd'hui soutenir l'Ukraine. C'est ne pas détourner la tête. Et en même temps, formule entre guillemets que j'ai entendue dans la bouche du ministre tout à l'heure en arrivant. En même temps, il va falloir préparer la dimension diplomatique, mais ça ne peut se faire qu'aux côtés des Ukrainiens et avec les Ukrainiens. Merci Gérard Larcher d'avoir été l'un des invités avec Clément Beaune de ce grand rendez-vous. Merci à vous, merci évidemment à mes camarades Nicolas Barré et Mathieu Bocoté. Bon dimanche à vous tous sur nos antennes Europe 1 et CNews et à demain avec grand plaisir.